Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tour de l'actualité. À la une ce soir, des pourparlers en cours pour la fourniture de gasoil au Togo en provenance du Niger. Ces discussions font suite à une réunion qui s'est tenue à Niamey entre les ministres de l'énergie de plusieurs pays de la sous-région. On y revient. Et puis à l'approche des élections législatives et régionales d'avril, la Commission nationale des droits de l'homme et le ministère de l'administration territoriale saluent pour assurer le respect des libertés essentielles lors des prochaines élections. Au-delà de nos frontières, les États-Unis d'Amérique ont accusé le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué, le département d'État américain a condamné l'aggravation de la violence et a appelé le M23 à cesser immédiatement les hostilités et à se retirer de ses positions actuelles autour de Saké et de Goma. Le Nouvel An chinois cette année sous le signe du dragon a été célébré par la communauté chinoise en Afrique du Sud, une célébration qui a permis aux membres de renouer avec leur culture. Voici donc tout pour les titres de ce soir, place au développement. Aujourd'hui marque le début du dépôt des dossiers de candidature pour les élections régionales et législatives du 13 avril prochain. Qui peut déposer sa candidature et quelles sont les conditions requises? Éléments de réponse avec Azal Gandé et Félicité Chapla. Ce lundi marque le coup d'envoi des dépôts de candidature pour les élections législatives et régionales au Togo prévues pour le 13 avril 2024. Suite à l'appel à candidature lancé le 9 février dernier par la Commission électorale nationale indépendante CENI, les futurs prétendants ont désormais jusqu'au 28 février pour soumettre leur dossier. Les élections législatives sont ouvertes aux Togolais de naissance âgés de 25 ans, révolus, inscrits sur la liste électorale, sachant lire, écrire et s'exprimer en langue officielle, n'étant pas frappés d'inéligibilité. Chaque liste de candidature doit couvrir le double du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale. En ce qui concerne les élections régionales, les critères d'éligibilité incluent l'âge de 25 ans révolu, la jouissance des droits civiques, la capacité de lire, écrire et parler la langue officielle, ainsi que la résidence sur le territoire national pendant au moins 6 mois. Les conseillers régionaux seront élus au suffrage universel direct, suivant un scrutin de liste bloquée à la représentation proportionnelle. Chaque liste doit englober le nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale augmenté de 50%. Les autorités encouragent la participation active des citoyens dans ce processus démocratique crucial et rappellent l'importance de respecter les délais impartis pour les dépôts de candidature. Ce moment marque une étape significative dans la préparation de ces élections qui s'annoncent déterminantes pour l'avenir politique du pays. Les acteurs sociopolitiques sont préoccupés par les libertés fondamentales avant, pendant et après les élections. La Commission nationale des droits de l'homme et le ministère de l'administration territoriale ont décidé d'accorder leur violon autour de ces libertés à la veille des élections législatives et régionales d'avril. À quelques jours des prochaines élections législatives régionales, les organisations de défense des droits de l'homme s'interrogent sur la liberté fondamentale en période électorale. Selon elles, beaucoup d'obstacles entravent la pleine jouissance des libertés fondamentales, à savoir les libertés de réunion, d'association et de manifestation pacifique publique. Les périodes électorales étant celles de bouleversement des libertés fondamentales, les acteurs de la vie sociopolitique ont senti le besoin de s'accorder sur le minimum. L'initiative est portée par la Commission nationale des droits de l'homme en collaboration avec le ministère des droits de l'homme et celui de l'administration territoriale. Pour les défenseurs des droits humains, il est du devoir de toutes les parties prenantes impliquées dans la protection des droits humains de donner toutes les chances aux prochaines élections d'être apaisées. Depuis quelques années, certains défenseurs des droits humains trouvent que les législations togolaises rétrécissent de plus en plus les libertés fondamentales. Un constat suivi de réactions diverses, certaines demandant même l'abrogation de certaines dispositions contenues dans les récentes modifications apportées à la loi sur les libertés fondamentales.
L'un des objectifs que s'est fixé le port autonome de Lomé est de positionner le Togo en tant que hub logistique de premier ordre en Afrique de l'Ouest. Le but visé est de stimuler de manière significative les flux d'activités économiques. Plus de précision avec Félicité Chakla. Le port autonome de Lomé connaît une augmentation de ses activités justifiée par plusieurs facteurs, notamment l'expansion économique, les investissements dans les infrastructures portuaires, les politiques commerciales et les avancées technologiques dans la logistique maritime. En effet, en 2023, l'importation des tonnes de produits a connu une augmentation de 10,45% contre 37,72% dans l'export. Grâce à tous ces trafics, le port autonome de Lomé a eu à réaliser un bon chiffre d'affaires en la même année. En outre, les avancées technologiques dans la logistique maritime telles que le suivi en temps réel des cargaisons et l'optimisation des itinéraires favorisent sa croissance. De plus, les investissements dans les infrastructures portuaires jouent un rôle crucial. Des quais modernisés, des équipements de manutention efficaces et des entrepôts bien équipés attirent davantage de navires et de marchandises. Les politiques commerciales et les accords internationaux influencent également les activités portuaires. Des politiques favorables au commerce international et des accords de libre-échange stimulent le volume des échanges commerciaux et donc l'activité portuaire. En résumé, l'augmentation des activités au port autonome de Lomé peut être attribuée à l'expansion économique, aux investissements dans les infrastructures portuaires, aux politiques commerciales favorables et aux avancées technologiques dans la logistique maritime. Promouvoir le dialogue avec les différentes juntes au pouvoir dans le Sahel, telle est la diplomatie prônée par le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé. Le même engagement continue d'animer le numéro 1 togolais suite à la récente sortie des pays de l'AES de la CEDEAO, sauf que ces pays que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne comptent plus revenir sur leurs décisions. Depuis la vague de coups d'État dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, rares sont les dirigeants de la région à avoir maintenu un lien de confiance avec les militaires putschistes au pouvoir, notamment au Mali, au Burkina Faso, puis au Niger. Le Togo, quant à lui, à travers le chef de l'État Faure Gnassingbé, s'est engagé à privilégier le dialogue, la concertation et la médiation. Cet engagement continue d'animer le président de la République malgré la récente décision de ces trois pays à quitter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Nous sommes préoccupés également par la décision prise par nos frères de quitter la CEDEAO. Et nous croyons qu'un dialogue est toujours possible. Nous ne devons pas arrêter de parler tant que nous n'avons pas trouvé la solution. Mais du côté des trois États de l'Alliance des États du Sahel AES, il n'est plus question de retourner dans cette organisation sous-régionale puisque l'organisation, selon eux, a perdu ses valeurs. Ici, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons quitté cette CEDEAO et vers où nous partons. Souvenez-vous que c'est en 1975 que ça a été créé. Et ça a été créé pour la majorité des chefs d'État putschistes, comme ils aiment le dire. C'était des militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont pris les responsabilités pour créer la CEDEAO, pour qu'il y ait un véritable essor économique des peuples à l'intérieur donc de cet espace. Plus tard, les soi-disant démocrates se sont invités donc à la tête de nos États. Ils ont vidé complètement la communauté de son fondement. Peut-on alors dire que le divorce est totalement consommé entre l'organisation et les trois pays du Sahel? Pour l'heure, il est important que la CEDEAO s'engage à approfondir la démocratie dans la sous-région. Comme on vous le disait en titre, le Togo est en discussion avec le Niger pour l'approvisionnement en gasoil, une initiative qui répond à ses besoins énergétiques croissants. Ces discussions qui ont commencé lors d'une réunion des ministres de l'énergie de la sous-région pourraient marquer le début d'une nouvelle ère de coopération énergétique
entre le Togo et le Niger. Plus de détails avec Gloire Lodonou. Le Togo est en discussion avec le Niger pour le fournir du gasoil. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts du Togo pour répondre à ses besoins énergétiques croissants. La proposition a été faite lors d'une réunion des ministres de l'énergie de la sous-région. Un protocole d'accord a été signé entre le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et le Mali pour la fourniture de gasoil. Le Niger, qui raffine environ 20 000 barils par jour depuis 2011, pourrait devenir un acteur clé dans le domaine de l'énergie. Par ailleurs, un projet solaire Desert to Power soutenu par la Banque africaine de développement a été adopté. Ces transactions énergétiques interviennent dans un contexte où les États de l'Alliance du Sahel quittent l'espace communautaire ouest-africain, CEDEAO. Notons qu'une délégation ministérielle du Niger était à Lomé pour discuter des moyens de faciliter leurs exportations et importations via le port de Lomé. Ces discussions pourraient marquer le début d'une nouvelle ère de coopération énergétique entre le Togo et le Niger. Au-delà de nos frontières, les États-Unis d'Amérique ont accusé le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils ont appelé le M23 à cesser immédiatement les hostilités. Le Rwanda, en ce qui le concerne, a par le biais du ministre des Affaires étrangères soutenu que la déclaration américaine déforme la réalité. Reportage. Les États-Unis ont accusé le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié samedi, le département d'État américain a condamné l'aggravation de la violence et a appelé le M23 à cesser immédiatement les hostilités et à se retirer de ses positions actuelles autour de Saké et de Goma. Il a demandé au Rwanda de retirer immédiatement tout son personnel militaire de la RDC et de retirer ses systèmes de missiles surface-air. Ces commentaires ont provoqué une réaction brutale de Kigali. Pour son ministère des Affaires étrangères, la déclaration américaine déforme la réalité et le Rwanda se réserve le droit de se défendre contre les actions de la RDC dans la région qui, selon lui, menacent la sécurité rwandaise. Kigali a également exprimé sa profonde inquiétude face à ce qu'il appelle l'abandon des processus de paix régionaux et a déclaré que la communauté internationale était indifférente au renforcement militaire spectaculaire de la RDC. Cette déclaration intervient dans un contexte d'escalade de la violence dans l'est de la RDC au cours des dernières semaines, avec des affrontements entre les rebelles du M23, les forces armées et les groupes d'autodéfense qui les soutiennent. Des centaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir, dont un grand nombre à Goma, alors que le M23 avance sur la ville. La communauté chinoise de Johannesburg en Afrique du Sud a récemment célébré le Nouvel An chinois placé cette année sous le signe du dragon. Cet événement a offert l'opportunité aux membres de la communauté de se reconnecter à leurs racines tout en soulignant l'alliance historique entre la Chine et l'Afrique du Sud. Dans la rue principale de Chinatown à Johannesburg, des milliers de curieux sont venus fêter le début de l'année du dragon et découvrir les traditions de la communauté chinoise. L'occasion pour celle-ci de célébrer son héritage culturel et ses racines. Une fierté pour Clive Kwan, taïwanais installé à Johannesburg depuis 40 ans. Dans notre horoscope, nous croyons que le dragon a beaucoup de pouvoir. Donc nous pensons que ça va être une bonne année pour tout le monde. Nous devons nous souvenir de nos origines. C'est pour cela qu'on célèbre ensemble la nouvelle année ici. C'est important pour notre culture et aussi pour notre nation de célébrer nos origines. Les premiers Chinois arrivent en Afrique du Sud comme prisonniers au tout début de la colonisation au XVIIe siècle. D'autres, 200 ans plus tard, au moment de la fièvre de l'or. Ils souffrent de discrimination en tant qu'asiatiques, contre lesquelles ils vont protester avec la communauté indienne menée par un certain Gandhi. Des discriminations qui seront renforcées pendant l'apartheid. Mes parents me disaient tout le temps de ne pas m'attirer d'ennui. Tu dois toujours bien te comporter, ne pas hausser le ton et rester silencieuse. Tous ceux qui n'étaient ni blancs ni noirs étaient classifiés en tant que métis. Il y avait beaucoup de lois concernant la vie quotidienne. Les écoles étaient divisées selon la couleur de peau. On ne pouvait pas aller manger dans des restaurants parce qu'il n'y avait que des restaurants pour les blancs ou pour les noirs.
La petite communauté, surnommée la communauté silencieuse, a toujours représenté moins de 1% de la population. Mais aujourd'hui, ces 200 000 membres revendiquent davantage leurs origines et gagnent en influence avec le rapprochement entre l'Afrique du Sud et la Chine, qui est devenue l'un des partenaires économiques et politiques principaux de la nation arc-en-ciel. Cette relation est principalement symbolique et aussi davantage concentrée sur les échanges commerciaux que sur les investissements. Les échanges entre la Chine et l'Afrique du Sud se sont intensifiés depuis le début des années 2000 et encore plus depuis que l'Afrique du Sud a rejoint les BRICS. Les échanges économiques entre les deux nations ont représenté 45 milliards d'euros en 2022. Un partenariat que les deux pays entendent bien renforcer à l'aube de la nouvelle année. Le pape François a lancé un appel à la paix en Afrique, soulignant la gravité du conflit au Soudan et la violence au Mozambique. Il a exhorté à la fin des conflits qui ont des conséquences humanitaires dévastatrices et a appelé à des efforts pour construire un avenir pacifique. Les détails. Le pape François lance un nouvel appel à la paix en Afrique. Le chef de l'Église catholique s'est exprimé dimanche à l'occasion de la traditionnelle prière de l'Angélus. Il a demandé aux fidèles de ne pas oublier le conflit au Soudan qui a plongé le pays dans le chaos en avril dernier. 10 mois se sont écoulés depuis le début du conflit armé au Soudan qui a provoqué une situation humanitaire très grave. J'appelle à nouveau les belligérants à mettre fin à cette guerre qui fait tant de mal à la population et à l'avenir du pays. Prions que les voies de la paix soient rapidement trouvées afin de construire l'avenir de ce cher Soudan. La guerre au Soudan a fait au moins 12 000 morts et contraint 1,5 million de personnes à se réfugier dans les pays voisins. Le souverain pontife a également demandé des prières pour le Mozambique. La violence contre les populations sans défense, la destruction des infrastructures, l'insécurité sévissent à nouveau dans la province de Cabo Delgado, au Mozambique, où ces derniers jours, la mission catholique de Notre-Dame d'Afrique à Mazézé a également été incendiée. Prions pour que la paix revienne dans cette région tourmentée. Les conflits sur le continent ont été au centre des préoccupations des dirigeants africains lors du 37e sommet de l'Union africaine qui s'est achevé dimanche. Le lancement du deuxième plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063 a marqué le début d'une nouvelle décennie d'efforts visant à concrétiser la vision d'une Afrique prospère et pacifique. C'est donc sur cette actualité que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée à toutes et à tous.